Dans une ville désolée et en ruine, une silhouette solitaire hurle alors qu'elle est pourchassée par une créature féroce aux allures de dinosaure. Le gars, Shen Yang, pique un sprint en pleine panique. Il vient de débarquer dans ce monde et se fait déjà traquer par une horde de ce qui ressemble à des zombies. L'une des créatures mutantes pousse un rugissement terrifiant, les yeux brillants de faim. Soudain, un zombie s'élance, tentant un tacle glissé pour faucher Shen Yang. Shen Yang trébuche, choqué de voir que le monstre est assez malin pour tendre une embuscade. Une pensée terrifiante lui traverse l'esprit. Allait-il crever direct après avoir été transporté dans ce nouveau monde étrange? Au moment où il s'apprête à baisser les bras, il repère un truc à l'horizon. On dirait la fumée d'un feu de camp. Une vague d'espoir l'envahit. Ça doit être un campement humain. Il doit juste tenir jusque-là. Mais dans sa précipitation, il trébuche sur un caillou. Il lâche un cri de désespoir en perdant l'équilibre. Il part en tonneau sur le sol poussiéreux, hurlant à la mort tout du long. Son sprint se termine par un magnifique plat-ventre dans la terre. Avant même de pouvoir se relever, un autre zombie se dresse au-dessus de lui, rugissant de faim. Shen Yang fond en larmes, jurant qu'on ne l'y reprendra plus à voyager au hasard dans un autre monde. Soudain, une arme au look futuriste apparaît dans le cadre, et sans la moindre hésitation, tire un coup. Une balle fend l'air, fonçant droit vers le chaos en bas. Juste au moment où le zombie s'apprête à bondir, la balle lui perfore le crâne. Shen Yang n'en croit pas ses yeux. La créature morte s'effondre pile sur lui, le clouant au sol. Coincé sous le lourd cadavre, Shen Yang essaie frénétiquement de capter ce qui se passe. Loin au-dessus, son sauveur invisible recharge calmement son fusil de sniper après ce tir parfait. Le mystérieux sniper continue de dégommer les zombies restants un par un avec une précision d'expert. En quelques secondes, toute la horde qui coursait Shen Yang est anéantie. Toujours coincé sous le macabé, Shen Yang regarde autour de lui, hébété, réalisant doucement qu'on vient de lui sauver les miches. Une voix l'interpelle. Son sauveur, une jeune meuf avec de longs cheveux roux et un fusil massif, se tient devant lui. Elle le regarde de haut d'un air saoulé, lui demandant combien de temps il compte faire un câlin à ce zombie mort. Shen Yang baisse enfin les yeux, écarquillant les siens d'horreur en captant ce qu'il est en train de serrer dans ses bras. Il repousse le cadavre avec dégoût, hurlant qu'il ne veut pas que cette saleté le touche. Il se tourne vers sa sauveuse avec un sourire maladroit et reconnaissant, voulant la remercier comme il se doit. Mais ses remerciements sont coupés net quand elle lui braque le canon de son flingue sous le nez, exigeant de connaître son nom. Les mains en l'air, Shen Yang se présente nerveusement, essayant d'avoir l'air le plus inoffensif possible. La meuf, Lilu, n'est pas convaincue. Elle lui demande pourquoi il est apparu de nulle part près de leur camp, et Shen Yang lâche en blaguant qu'il s'est juste perdu. Mais Lilu grille son bluff. Elle lui dit qu'elle l'a clairement entendu marmonner un truc sur le fait de voyager entre les mondes il y a quelques instants. Shen Yang s'est figué. Il sait que s'il lui dit la vérité, elle va le prendre pour un grand taré. Le voyant hésiter, Lilu arme son fusil, le prévenant que son silence pourrait lui coûter la vie. Mais juste au moment où elle va presser la détente, elle capte une odeur dans l'air, un parfum délicieux qu'elle n'a jamais senti auparavant. Elle plisse les yeux et remonte la piste de l'odeur jusqu'à Shen Yang, exigeant de savoir ce qu'il planque dans son sac. Sentant le vent tourner, l'attitude de Shen Yang change. Avec un sourire rusé, il sort un petit paquet rouge de son sac. Il brandit un paquet de bâtonnets épicés, lui expliquant qu'il s'apprêtait à les bouffer quand les zombies sont attaqués. Li lui fixe le paquet, complètement hallucinée. Dans ce monde en ruine, elle a du mal à croire que ce qu'il tient est vraiment de la vraie nourriture. Vu sa réaction, Shen Yang sait qu'il a l'avantage. Il lui en propose un bout l'air de rien, renversant complètement la situation. Lilu est méfiante. La couleur rouge vive du snack est pas naturelle, et elle se demande si c'est pas empoisonné. Mais l'odeur est enivrante, et elle n'a rien avalé depuis 2 jours. Sa dalle commence à prendre le dessus sur sa prudence. Finalement, elle craque. Avec un cri de frustration, elle arrache le paquet des mains de Shen Yang. Elle décide de bouffer d'abord et de s'inquiéter des conséquences plus tard. Sans hésiter une seconde de plus, elle prend sa première bouchée. Ses yeux s'écarquillent. Le goût ne ressemble à rien de ce qu'elle a connu. Elle est complètement submergée. La simple odeur de farine et d'huile est un luxe oublié depuis longtemps, et elle en savoure chaque miette. Shen Yang observe sa réaction avec un sourire triomphant. Son pari a payé. Dans ces terres désolées post-apocalyptiques, il réalise que personne ne peut résister à la tentation de la vraie bouffe. La scène passe à un flashback. Il n'y a pas si longtemps, Shen Yang n'était qu'un esclave du salariat ordinaire, fixant son écran d'ordi dans le vide. Sa vie a basculé il y a quelques jours quand il s'est fait virer sans préavis, perdant sa seule source de revenus. Il a quitté la tour de bureau complètement dépité, portant un carton avec toutes ses affaires. De retour dans son appart vide, il a commencé à déballer ses trucs.
C'est là qu'il a fait une découverte chelou. À l'intérieur d'un carton de snack qu'il avait commandé sur le net, il a trouvé un anneau étrange et banal. Poussé par la curiosité, il l'a pris et l'a glissé à son doigt. Dès qu'il l'a mis, son environnement s'est distordu avec un flash de bruit numérique. Et juste comme ça, il s'est retrouvé dans un endroit totalement différent. Un terrain vague en ruine, avec un rat mutant géant qui le fixait. La bestiole était massive, avec des yeux rouges luisants et des dents acérées, grognant en rampant vers lui. Shen Yang a paniqué en voyant le cadavre squelettique et le rat monstrueux. Il n'avait aucune idée d'où il avait atterri. Le rat géant a bondi, prêt à l'attaquer. Dans un moment de pure terreur, il a désespérément souhaité rentrer chez lui, une pensée qui a semblé activer l'anneau et la ramener juste à temps. Un vortex de lumière et d'énergie tourbillonne autour de lui alors que l'anneau s'active, l'arrachant aux terres désolées. Il s'écrase en tas dans son appart, juste à côté du carton qu'il était en train de vider. Il était de retour. Il regarde autour de lui, la tête qui tourne, confirmant qu'il est bel et bien rentré à la maison. Il fixe l'anneau, halluciné. Pour une raison quelconque, cet objet mystérieux lui permet de voyager librement entre sa réalité et ce monde apocalyptique. Son cerveau commence à tourner à 1000 à l'heure. En se basant sur tous les mangas et histoires qu'il connaissait, il a vite recollé les morceaux. Une idée de génie a commencé à germer. Dans l'apocalypse, la bouffe est la monnaie la plus précieuse. Mais des trucs comme l'or pourraient n'être que des déchets sans valeur. Il a réalisé que s'il pouvait exploiter cette différence, en échangeant de la bouffe moderne bon marché contre des ressources futures précieuses, il pourrait devenir incroyablement riche et grimper direct au sommet de la société. Et c'est ainsi qu'est né son grand projet. La scène revient au présent, où son plan est déjà en marche. Lilu est toujours perdue dans la saveur des bâtonnets épicés. En un clin d'œil, elle plie tout le paquet, regardant l'emballage vide avec une pointe de tristesse. Elle s'excuse d'un air penaud, avouant que c'était trop bon pour s'arrêter. Shen Yang la rassure en disant que c'est pas grave. Il commence alors à lui raconter des cracks, affirmant faire partie d'une organisation qui regorge de nourriture mais qui a besoin d'échanger pour d'autres fournitures. Lilu est scotché. Une organisation avec des surplus de bouffe, c'est du jamais vu dans son monde. En voyant Shen Yang, elle réalise qu'elle a un de ses membres sous les yeux. Flairant l'opportunité de sa vie, elle offre direct ses services, lui disant avec enthousiasme qu'elle peut être son guide. Elle promet de l'aider à trouver tout ce qu'il veut échanger. Tout ce qu'elle demande en retour, c'est une commission d'à peine 15 paquets de bâtonnets épicés par mois. Shen Yang fait semblant d'y réfléchir en se caressant le menton. Il lui dit que c'est pas impossible, mais qu'il ne peut pas embaucher une parfaite inconnue. Il lance un interrogatoire taquin. Quand il lui demande son nom, elle répond du tac au tac, Lilu. Il passe ensuite à son sexe, ce qui lui vaut un cri de colère. Elle lui balance de regarder par lui-même. Il enchaîne sur son âge. Après un instant d'hésitation, elle avoue avoir 19 ans. Shen Yang s'esclaffe, s'exclamant que c'est impossible qu'elle n'ait que 19 piges. Il fait remarquer que pour quelqu'un de l'apocalypse, elle a l'air un peu trop bien développée. Réalisant qu'il est peut-être allé trop loin, Shen Yang se racle la gorge et revient au sujet principal. Il accepte officiellement de l'embaucher, validant son salaire mensuel de 15 paquets de bâtonnets épicés. Lilu est folle de joie. Elle serre les poings d'excitation et commence immédiatement à l'appeler « boss ». Shen Yang pose alors une question qui tue. Est-ce que ça lui a effleuré l'esprit de juste le buter et de piquer sa bouffe? Lilu ricane, disant qu'elle n'est pas teubée. Elle connaît la différence entre se faire un seul bon repas et sécuriser une source de bouffe pour chaque repas. L'affaire conclue, elle lui dit qu'il est temps d'y aller. Shen Yang, désormais officiellement son boss, lui dit de montrer la voie. Après une courte marche, elle fait un geste vers un groupe de bâtiments délabrés, annonçant fièrement que c'est son camp. Elle présente l'endroit sous son nom officiel, Ragri, District D. Shen Yang est abasourdi. Il se dit intérieurement que ce soi-disant camp a l'air encore pire qu'un bidonville. Mais il ravale vite sa déception, décidant de s'installer et de commencer à chercher des trucs de valeur à échanger. En traversant le camp, les autres survivants regardent Shen Yang avec des yeux fatigués et méfiants. Les résidents sont endurcis et sur leur garde, clairement pas chauds pour accueillir des étrangers. Li lui remarque sa nervosité et le rassure, expliquant que c'est normal que tout le monde se méfie d'un gars de l'extérieur. Elle l'emmène ensuite dans un petit abri de fortune, l'invitant chez elle pour se poser un peu. Shen Yang affiche un sourire en coin, se disant qu'il ne peut pas s'empêcher d'être un peu excité d'être invité chez une jolie fille. La porte métallique de sa maison grince en s'ouvrant. Mais son excitation retombe direct quand il voit l'intérieur. C'est une pièce nue et délabrée avec des murs qui s'écaillent et quasi pas de meubles. Son visage se crispe sous le choc alors qu'il cherche un moyen poli de faire un commentaire, bégayant que son style de vie est assez simple.
Ignorant son expression horrifiée, Li Lu lui dit d'un ton détendu de s'asseoir pendant qu'elle lui cherche un truc. Elle lui verse un gobelet d'eau, commençant à parler de sa maison avec une pointe de fierté, lui disant de ne pas prendre le district D de Ragri de Haut-Juste parce que c'est un petit camp. Elle lui tend le verre, affirmant fièrement que même un petit moineau a tous ses organes, défendant son modeste campement. Passant direct aux choses sérieuses, elle lui demande ce qu'il veut en échange. Elle garantit avec confiance que tant que le camp l'a, elle peut lui trouver. Shen Yang boit une gorgée d'eau et annonce sa demande mine de rien. Il a besoin d'or et d'argent. Li Lu est complètement sur le cul. Elle lui demande pourquoi diable il voudrait de ces ordures. Shen Yang a du mal à cacher son excitation. Ces mêmes ordures, dont elle se moque, valent une fortune d'où il vient. Son plan va marcher. Li lui explique qu'avant le grand cataclysme, les métaux précieux comme l'or avaient de la valeur. Mais maintenant, dit-elle, tu peux pas bouffer de l'or. Dans ce monde, les seuls trucs qui comptent sont ce que tu peux troquer, de la bouffe, de l'eau et des flingues. Jouant son rôle de boss sage, Shen Yang dit que comme c'est leur premier marché, le plus important est de bâtir une confiance mutuelle. Pour le prouver, il ouvre la fermeture de son gros sac de sport. Il l'ouvre en grand, révélant qu'il est blindé à ras-bord de snacks, de canettes et d'autres bouffes modernes. Li Lu lâcha un hoquet de pura estupefacción. C'est une mine d'or de délices qu'elle n'a pas vue depuis des années. Shen Yang lui fait alors une offre qu'on ne peut pas refuser. Si l'échange pour l'or fonctionne, 1/10 de toute la bouffe du sac sera son bonus, en plus de sa commission. 1/10. La quantité est tellement dingue que Li Lu a du mal à percuter, les mains tremblantes en fixant le sac. Elle trouve toujours que c'est une énorme perte d'échanger de la bouffe précieuse contre de l'or inutile, mais Shen Yang lui dit fermement de faire ce qu'il dit. Il lui confie entièrement la mission, lui disant qu'il attendra juste ici qu'elle revienne. Gonflée à bloc, Li lui serre le sac et promet à son boss qu'elle ne trahira pas sa confiance. Elle chope son fidèle fusil, prête à partir pour sa première mission officielle. Elle lui jette un dernier regard avant de passer la porte, promettant d'être de retour le plus vite possible. Une fois Li Lu parti, le poids de son coup de poker se fait sentir. Ce sac de snack lui a coûté ses 100 derniers yuan. Pour que son plan devienne réalité, ce deal devait absolument réussir. Il s'allonge sur le lit de camp branlant pour attendre. Sans internet ni réseau, le temps commence à devenir long. Il se met à scanner la pièce en bordel, cherchant un truc pour passer le temps. Alors qu'il s'ennuie à mourir, ses yeux se posent sur le mur, où il aperçoit ce qui ressemble à une vieille coupure de presse. La curiosité prenant le dessus, il se lève pour regarder de plus près les journaux placardés au mur. Il lit l'un des gros titres et se fige. La date est clairement imprimée, année 2235. Les articles parlent d'un « grand cataclysme » causé par des bombes nucléaires qui ont ravagé la planète. Les retombées de la guerre ont entraîné une pollution génétique massive, corrompant les éléments constitutifs même de la vie. C'est cette pollution qui a créé les zombies mutants qui errent partout dans les terres désolées maintenant. 1 heure plus tard, après avoir lu tous les articles, la vérité choc finit par faire son chemin. Il est sur sa propre planète, l'étoile bleue, mais 200 ans dans le futur. Il capte maintenant. Ce que Li Lu appelait le grand cataclysme était en fait une guerre nucléaire dévastatrice. Des dizaines de milliers de bombes ont décimé la moitié de la population mondiale, brûlant la surface de la planète. La guerre n'a pas seulement tué des gens, elle a fondamentalement changé l'écosystème de la planète, créant le terrain vague désolé dans lequel il se trouvait. La dernière pièce du puzzle se met en place. Il n'a pas voyagé dans l'espace vers une autre planète. Il a voyagé dans le temps. Juste au moment où il digère cette révélation de malade, il entend le grincement familier de la porte qui s'ouvre. Li Lu est de retour. Elle se tient sur le pas de la porte avec un sourire narquois et confiant, annonçant son retour. Elle jette le sac qu'elle portait sur le sol. Il atterrit avec un lourd bruit métallique. Elle explique qu'il n'y avait pas beaucoup d'or ou d'argent à trouver dans le camp, vu que personne ne se fait chier à ramasser ces babioles inutiles. Shen Yang se précipite et commence à fouiller dans le sac qu'elle a ramené. Il l'ouvre en grand, et sa mâchoire se décroche. Il est rempli à ras-bord de lingots d'or massifs, brillant dans la pénombre. Un sourire de psychopathe s'étire sur son visage alors qu'il lâche un cri de joie pure et dure. Son plan a marché à la perfection. Il allait être riche. De retour dans les terres désolées, les yeux de Shen Yang s'écarquillent d'incrédulité. Les ordures qu'il avait récoltées étaient en fait de l'or pur. Il rit comme un dément en berçant un lingot d'or. Il se dit que sans ce nouveau monde étrange, il serait coincé dans la misère éternelle. À ce moment-là, une voix interrompt sa célébration. C'était Li Lu, la tireuse d'élite qui l'avait sauvé. Elle lui fait remarquer que la bouffe qui lui a filée valait bien plus que tout cet or. Elle avait pris la liberté d'en échanger une partie contre une potion d'amélioration de rang 1 pour lui expliquant que c'était un sérum de bas niveau mais d'une grande pureté qui pouvait être injecté sans risque. C'était une potion d'amélioration de rang 1,
un objet rare dans ce monde désolé, capable de renforcer le corps humain. Li Lu le regarda sérieusement, soulignant l'évidence. Il n'était qu'un mec ordinaire, pas un être amélioré. Sans aucun pouvoir, il serait impuissant face à ne serait-ce que quelques zombies de bas niveau. La potion lui donnerait au moins une chance de se battre. Elle lui tend la fiole, l'avertissant que le danger est partout et qu'il ne pourra pas compter sur la chance indéfiniment pour survivre. Essayant de cacher son secret, Shen Yang tout saute et affirme fièrement que son organisation est assez puissante pour le garder en sécurité pendant ses voyages, mais il la remercie quand même pour le geste. Son nouveau trésor et la potion d'amélioration en poche, il ferme son sac. Leur premier échange est un succès, et Shen Yang annonce qu'il est temps pour lui de rentrer. En jetant le sac sur son épaule, il promet de revenir le lendemain pour régler son salaire mensuel. Et avec un joyeux « je file », il tourne les talons et s'éloigne. Li Lu le regarde partir, l'esprit en ébullition. Pour qu'il voyage seul à travers les terres désolées sans la moindre égratignure, elle sait qu'il cache un gros truc. Elle jette un œil au morceau d'or sans valeur qu'il a laissé derrière lui. Et puis, elle se dit, qui dans ces terres désolées n'a pas de secret? Elle hausse les épaules et sort un des bâtonnets épicés qu'il lui a donné, en prenant une grosse bouchée. Son expression seduced instantanément. Le truc est incroyablement bon. Elle décide que tant qu'il peut continuer à fournir ce genre de bouffe, ses secrets, elle s'en tape. Pendant ce temps, Shen Yang marche à travers les ruines de la ville désolée, cherchant un coin désert pour faire son voyage de retour. Une fois sûr d'être seul, il lève la main, activant le pouvoir mystérieux qui lui permet de voyager entre les mondes. L'air autour de lui commence à se distordre. Dans un flash aveuglant de lumière numérique, le monde autour de lui se dissout, et Shen Yang est aspiré à travers la faille dimensionnelle, disparaissant des terres désolées. En un instant, Shen Yang est de retour dans son appart, l'étrange effet de bug de son voyage interdimensionnel s'estompant autour de lui. Son cœur bat la chamade d'anticipation. Il se jette à genoux, bidouillant la fermeture de son sac pour voir si son trésor est bien revenu avec lui. Le sac s'ouvre pour révéler les lingots d'or brillants, sains et saufs. Un énorme rire de soulagement et de triomphe s'échappe de ses lèvres. Il brandit un des lingots, hurlant de joie. L'or est toujours là. Ce n'était pas un rêve. Un sourire narquois et confiant s'étire sur son visage. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'amener chez un acheteur d'or, de l'échanger contre du cash, et il serait enfin blindé. Il se perd dans ses pensées, s'imaginant se prélassant dans une montagne de billets, déclarant que lui, Shen Yang, est sur le point d'atteindre le sommet de sa vie. Mais il redescend vite sur terre. Il doit jouer finement et contrôler combien il échange d'un coup, sinon il va attirer l'attention. L'espace d'un instant, il s'arrête, appuyé contre son sac, l'excitation initiale laissant place à la dure réalité de sa situation. En planquant l'or sous son lit, il réalise le plus gros problème. Il n'y a aucun moyen d'expliquer d'où vient tout cet or. Ses yeux se posent alors sur la potion que Li Lu lui a donnée. Après avoir repris son souffle, son attention passe de l'or à la fiole bleue luisante. Il prend la potion d'amélioration, le liquide étrange tourbillonnant à l'intérieur. Il hésite, fixant la fiole. Devrait-il utiliser cette potion mystérieuse ou pas? Il repense à ce que Li lui a dit. Elle avait raison. Son corps est beaucoup trop fragile. Dans l'apocalypse, il ne pourrait même pas battre un zombie de base. Son visage se durcit de détermination. S'il veut continuer à voyager dans les terres désolées et survivre, il doit d'abord se renforcer. Mais sa détermination est momentanément brisée par la confusion. La potion n'est pas livrée avec une notice. Il se gratte la tête, se plaignant du service client merdique. Il serre les dents. Il presse l'injecteur contre son bras et pousse le piston. Le liquide bleu fluorescent déferle dans ses veines, tandis que la seringue se vide. Il retire le truc vide, le jetant de côté en attendant que les effets montent. Il attend, mais ne sent rien. Fixant son bras, il se demande si la potion est de l'arnaque. Il ne se sent pas différent du tout. Mais au moment où cette pensée se forme, son cœur cogne contre ses côtes. Un battement sourd et violent secoue tout son être. La transformation commence. Il serre le poing, et la seringue vide éclate dans sa main sous la montée soudaine de puissance. Tout son corps explose dans une vague de chaleur intense, alors qu'une aura rouge s'embrase autour de lui. Il serre les dents, ses muscles se contractant de manière incontrôlable. Il s'effondre sur le sol, frappant du poing alors qu'une douleur inimaginable traverse son corps. Du sang commence à suinter à travers ses fringues. Il crie, se recroquevillant sur le sol. Ça fait tellement mal, une agonie brute et brûlante. Il se débat, hurlant qu'il a l'impression que chacun de ses muscles est déchiré et reconstruit à partir de zéro. La potion réécrit violemment toute sa physiologie, un processus brutal et atroce qui le pousse au bord de l'inconscience. Ses vêtements commencent à se déchirer alors que son corps s'élargit rapidement, ses cris résonnant dans tout l'appart.
Des pics d'énergie pure jaillissent de son dos alors que son corps continue sa transformation grotesque, le remodelant en quelque chose de bien plus puissant. Et puis, aussi soudainement que ça a commencé, la douleur s'arrête. Il se redresse faiblement, la main tremblante. Il se remet lentement sur ses pieds, haletant fortement. Sa veste et sa chemise ont disparu, réduites en lambeaux, et son corps est maintenant couvert d'une épaisse couche de sueur et de crasse. Il regarde ses mains puis son torse, sous le choc. Sa carrure auparavant fine est maintenant bourrée de muscles denses et bien dessinés. Fixant son reflet, il a du mal à en croire ses yeux. Il touche son torse, se demandant si ce nouveau corps surpuissant est vraiment le sien. Après une douche rapide, il contracte ses muscles devant le miroir, souriant jusqu'aux oreilles. Ses nouveaux muscles pourraient rivaliser avec ceux d'Arnold. Il se dit en blaguant qu'au moins sa tête n'est pas devenue pointue, s'émerveillant de la puissance dingue de la technologie des terres désolées. Il ne peut s'empêcher de se demander, si ce n'est que le niveau d'amélioration le plus bas, que ferait une potion de rang supérieur? Le transformer en One Punch Man? Juste au moment où il admire son nouveau physique, une voix de femme l'appelle du salon, lui demandant de l'aide pour ouvrir la porte. Il répond du tac au tac, « J'arrive ». Il sort de sa chambre et ouvre la porte d'entrée de l'appart. Sa colocataire, une actrice de seconde zone nommée Chouya, trébuche à l'intérieur, s'excusant d'avoir oublié sa clé. Mais ses excuses meurent sur ses lèvres quand elle lève les yeux et le voit. Shen Yang sourit, lui disant de ne pas s'en faire puisque ce sont des colocs. Mais Chouya se fige en plein élan, ses excuses mourant sur ses lèvres alors que ses yeux se bloquent sur sa nouvelle apparence. Elle fixe, bouche bée, son physique musclé et sculpté. Son esprit fait un blanc pendant une seconde avant qu'un rouge profond ne s'étale sur son visage. Dans sa tête, cependant, Chouya a une réaction complètement différente, gloussant de joie face à cette vision inattendue. Shen Yang remarque son état de panique et lui demande ce qui ne va pas, mais elle agite juste les mains, essayant de reprendre ses esprits. Avant qu'il ne puisse réagir, elle tend la main et lui pique le torse, s'exclamant qu'elle n'avait jamais remarqué à quel point il était foutrement bien bâti. Chen Yang rougit instantanément de gêner. Elle continue de le taquiner, lui demandant en blaguant s'il avait appris qu'elle avait foiré son audition et avait décidé de la réconforter en exhibant son corps. Shen Yang panique, virant au rouge tomate et bégayant que ce n'est pas du tout ça. Il hurle frénétiquement qu'il a juste oublié de mettre des fringues puis détale dans sa chambre, laissant une Chouya perplexe derrière lui. En sécurité dans sa chambre, il se prend la tête à deux mains, désespéré, convaincu que Chouya va maintenant le prendre pour un gros pervers. Mais il se secoue rapidement. Ça sert à rien de se prendre la tête. Il a une tâche bien plus importante à accomplir, vendre ses lingots d'or. Une fois habillé, Shen Yang sort en ville, prêt à transformer son trésor en cash. En marchant, il réalise un truc hallucinant. Le sac sur son épaule, pourtant blindé de lourds lingots d'or, lui semble ne rien peser du tout. Puis, il remarque autre chose. Sa vision semble différente. Ses yeux brillent alors qu'il se concentre sur un truc au loin. Sa vue est devenue incroyablement perçante, lui permettant de zoomer sur un petit panneau à des centaines de mètres dans la rue. Il peut lire clairement chaque mot sur le panneau. Sa vision est maintenant aussi puissante qu'un télescope de haute technologie. Il n'y a pas que sa vue. Son ouïe est aussi amélioré. Depuis l'autre côté de la rue, il entend parfaitement deux femmes cancaner sur un certain vieux lit dont la femme le trompe. Il glousse dans sa barbe, émerveillé que son ouïe se soit aussi amélioré de façon aussi spectaculaire. Il serre le poing, ravi. La potion d'amélioration a boosté toutes ses stats physiques en profondeur, le rendant surhumain. Il sourit de toutes ses dents. Même après une guerre nucléaire, la technologie des terres désolées avait encore 200 ans d'avance sur son époque, et sa valeur méritait carrément d'être creusée. Il arrive enfin à destination. Décidant qu'une grande chaîne ne prendrait peut-être pas d'or d'origine inconnue, il a opté pour un commerce indépendant, la boutique d'or de l'Ain. Avec un sourire confiant, il se dirige vers l'entrée, prêt à faire sa première fortune. En entrant, Shen Yang est accueilli par une employée dans la boutique richement décorée. Il s'approche du comptoir et demande avec assurance si le boss est là, déclarant qu'il a une affaire à discuter. L'employée sourit chaleureusement, lui assurant qu'elle peut l'aider pour ce dont il a besoin. Avec un bruit sourd, Shen Yang lâche son sac sur le comptoir, le poids du truc faisant tressaillir l'employé. Il ouvre le sac pour révéler les lingots d'or scintillants à l'intérieur, lui disant qu'il ne pense pas qu'elle soit autorisée à gérer cette transaction. La vue la laisse complètement abasourdie. Elle fixe, les yeux écarquillés et sans voix, la quantité incroyable d'or pur posée dans le sac. Shen Yang garde son sang-froid, demandant simplement ce qu'elle veut dire par là. L'expression de l'employé change instantanément. Réalisant la gravité de la situation, elle lui demande rapidement et respectueusement de la suivre. Elle le conduit dans une salle de réunion privée à l'arrière de la boutique. Un homme costaud avec une barbe épaisse et de grosses chaînes en or l'accueille, se présentant comme Lin Tao,
le propriétaire. Il se serre la main, et Shen Yang donne simplement son nom de famille, Shen. Lin Tao lui fait signe de s'asseoir, son attitude amicale cachant à peine son sens aiguisé des affaires. Sans perdre de temps, Shen Yang sort 3 des lingots d'or et les pose fermement sur la table. Les yeux de Lin Tao s'illuminent à la vue de l'or pur. Il demande à Shen Yang confirmation qu'il a bien l'intention de les vendre. Shen Yang s'adosse avec un sourire confiant et confirme que c'est bien ça. Le proprio de la boutique ramasse un des lingots, ses mains expertes jaugeant le poids et la texture du métal. Lin Tao déclare que comme la quantité totale est assez importante, il devra tester sa pureté avec ses machines, demandant si ça lui pose un problème. Shen Yang balaie l'air de la main, disant au patron d'y aller direct. Il prend une gorgée calme de sa boisson, se disant que l'or est totalement inutile dans les terres désolées. Personne ne se ferait chier à en faire du faux, donc il n'a pas à s'inquiéter. Lin Tao sort alors un scanner portable et commence à vérifier la compo du lingot d'or, première étape de ce qui s'annonce comme une négociation tendue. À l'intérieur d'une boutique d'or privée, le boss, un mec nommé Lin Tao, inspecte un des lingots de Shen Yang avec un outil spécial. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. C'est de l'or pur à 24 carats. De l'autre côté de la table, Shen Yang se détend avec un sourire confiant, demandant l'air de rien l'évaluation du patron sur les lingots d'or qu'il a amenés. Impressionné par la qualité, Lin Tao fait une offre généreuse. Il propose un prix de rachat de 4 cents yuan le gramme. En entendant le chiffre, la main de Shen Yang se crispe, le gobelet jetable qu'il tient se fissurant sous la pression de son excitation. Son cerveau tourne à plein régime, calculant le total. À 400 le gramme, un seul lingot d'1 kilo rapporterait 400 000. Pour les 3 lingots qu'il a ramenés, ça ferait un chiffre dingue de 1,2 million. L'idée de se faire 1,2 million de yuan net donne un sourire avide et triomphant à Shen Yang alors qu'il s'imagine nager dans le pognon. Mais juste au moment où il s'apprête à célébrer, Lin Tao met un coup de frein. Il est d'accord pour le prix, mais dit qu'il aura besoin de voir les reçus d'achat officiels. Le sourire confiant de Shen Yang ne vacille pas. Il admet ne pas avoir de reçu, mais assure au proprio que la provenance de l'or est absolument clean et ne causera aucune embrouille. Lin Tao ne se laisse pas convaincre si facilement. Il rappelle à Shen Yang que les paroles s'envolent et que prendre un si gros lot d'or non sourcé est un risque énorme pour son business. Changeant de stratégie, Shen Yang pose son gobelet et s'adresse directement au patron, son ton devenant plus sérieux. Boss Lin. Il se lève, décidant de prendre le contrôle de la négo. Il dit au boss qu'il est un gars direct et veut zapper le marchandage habituel. Shen Yang pose alors ses conditions, disant à Lin Tao de donner un prix final. S'il peut l'accepter, on a un deal. Et s'il n'arrive pas à s'entendre, dit-il froidement, il laisse tomber l'affaire et considère qu'ils se sont fait un nouveau pote, remettant toute la pression sur le proprio de la boutique. Voyant l'assurance de Shen Yang, Lin Tao cède. Il prétend qu'il va prendre sur lui et offre de le reprendre à 280 le gramme, pour un total de 840 000. Shen Yang accepte immédiatement, répondant « Ça me parle plus ». Quelques instants plus tard, une notification vibre sur le téléphone de Shen Yang. Un virement bancaire de 840 000 yuan a été déposé avec succès sur son compte. Le fric sécurisé, Shen Yang sourit, laissant les lingots d'or sur la table et disant au proprio abasourdi que c'était un plaisir de faire affaire avec lui. Alors qu'ils se séparent, Lin Tao suggère avec empressement de continuer à bosser ensemble si Shen Yang obtient d'autres marchandises. Shen donne simplement une réponse évasive, disant qu'il y réfléchira. En s'éloignant de la boutique d'or, Shen Yang ne peut s'empêcher de sourire. Rien que 3 lingots d'or lui ont rapporté plus de 800 000 yuan. Il jette un œil à son sac en bandoulière, qui est toujours bourré de dizaines d'autres lingots d'or. L'idée de tous les vendre lui donne un sourire jusqu'aux oreilles. Ce n'était que le début de sa nouvelle vie. L'excitation pure est impossible à contenir. Il lève les bras au ciel au beau milieu d'une place publique, hurlant de pure joie qu'il est enfin riche, complètement inconscient du bordel qui se prépare dans son appart. Après sa célébration publique, la scène repasse à l'immeuble où vit Shen Yang. À l'intérieur, sa colocataire, une employée de bureau nommée Dandan, est hyper pressée. Avec un toast dans la bouche, elle crie, se demandant où est son téléphone. Après que son autre coloc lui a pointé du doigt, elle repère son téléphone sur la table basse et le chope rapidement. Mais en se retournant pour partir, elle rentre pile dans Shen Yang, qui vient de rentrer. Shen Yang sourit, saluant sa coloc et lui demandant pourquoi elle se précipite autant. Avant que Dandan ne puisse répondre, leur autre colocataire, Shuya, apparaît et explique que Dandan venait d'arriver quand son boss l'a rappelé pour faire des heures sup. Shen Yang hausse les épaules avec un sourire, mentionnant que ça tombe mal. Il explique qu'il vient de se faire une petite fortune et comptait les inviter toutes les deux pour un dîner de célébration. Dégoûté de rater ça, Dandan hurle à Shuya de manger sa part du repas de luxe. Shuya est grave d'accord. Avant de filer, Dandan pointe Shen Yang du doigt,
le mettant en garde en blaguant de ne pas essayer de draguer Shu-ya quand elle n'est pas là pour surveiller. Avec un dernier signe de la main joyeux, elle leur dit de bien s'amuser et disparaît par la porte. Une fois seule, Shu-ya sourit narquoisement à Shen-yang. Elle l'appelle d'un ton taquin, « Président Shen », et lui demande où il l'emmène dîner. Surfant sur son succès, Shen-yang sourit et propose l'un des endroits les plus chers de la ville, le Regal Grand Hôtel. Shu-ya est sur le cul face à sa proposition, lui demandant s'il se fout d'elle vu que c'est un hôtel 5 étoiles. Shen-yang confirme calmement qu'il est absolument sérieux. Il lui lance un sourire confiant et lui dit qu'il la voit ce soir, la laissant se préparer pendant qu'il retourne dans sa chambre. Mais sa journée n'est pas encore finie. De retour dans sa chambre, Shen-yang se remet direct au boulot, l'esprit focalisé sur une seule chose, le fric. Assis par terre, il sort les dizaines de lingots d'or qui restent dans son sac, déterminé à tout écouler d'ici la fin de la journée. Sans perdre une seconde, il retourne en ville, prêt à continuer sa virée de vente d'or. Il commence une tournée éclair des acheteurs d'or de la ville, concluant affaire sur affaire et serrant des paluches pendant que son compte en banque gonfle. Son périple le mène à un autre établissement, où il fait une autre vente facile à une femme d'âge mûr bien sapée, convertissant une autre partie de son butin en monnaie numérique. À chaque arrêt, c'est la même histoire. Les acheteurs sont ravis de la qualité de son or, et pendant qu'une l'accompagne à la porte, elle lui demande avec empressement de repasser bientôt. Après une longue journée de vente, Shen-yang regarde son téléphone une dernière fois. Son visage s'empourpre d'excitation alors qu'il fixe l'écran. Le solde de son compte a atteint le chiffre énorme de 4 millions de yuan. Il lève les bras en l'air en signe de triomphe absolu, hurlant vers le ciel. Avec 4 millions sur son compte, il se sent invincible, lâchant même un petit merci à l'Apocalypse qui a rendu tout ça possible. Mais sa célébration est coupée nette quand son téléphone sonne soudainement. Il regarde et voit que l'appel vient de son bon pote, Guangxi. Toujours bouillonnant d'excitation, Shen-yang décroche joyeusement, charriant son pote pour l'avoir appelé de nulle part. À l'autre bout du fil, son pote Guangxi est à son bureau, en train de bosser sur un dessin numérique. Sans s'encombrer de politesse, Guangxi exprime directement son inquiétude, demandant pourquoi Shen-yang ne lui a pas dit qu'il avait perdu son job et lui proposant de lui prêter du pognon pour le loyer. La question inattendue coupe l'élan de Shen-yang au beau milieu de la rue. Son humeur joyeuse s'évapore, remplacée par un silence choqué. Il essaie vite de faire le mec cool, riant et assurant à Guangxi qu'il n'est clairement pas à court de liquidité en ce moment. Mais l'attitude insouciante s'efface alors que la suspicion s'installe. Il exige de savoir qui a dit à Guangxi qu'il avait perdu son taf, se demandant comment une telle nouvelle a pu fuiter si vite. À l'autre bout, Guangxi hésite, manifestement mal à l'aise de balancer sa source. Un silence tendu s'installe entre les deux potes alors que Shen-yang attend une réponse. Finalement, Guangxi lâche le morceau. C'est l'ex de Shen-yang, Feng Jia. Elle lui a parlé du boulot et lui a demandé de le contacter pour l'aider, prétextant que c'était pas approprié pour elle de le faire. Shen-yang en reste sans voix, le nom de son ex résonnant dans son crâne alors qu'une image d'elle apparaît, terminant le chapitre sur un putain de cliffhanger perso. Le chapitre s'ouvre sur le pote de Shen-yang, Guangxi, au téléphone. Il demande à Shen-yang pourquoi il a rompu avec son ex, Feng Jia, mentionnant qu'elle a toujours l'air de tenir à lui. De l'autre côté du fil, Shen-yang explique que la mère de Feng Jia voulait qu'elle soit avec un mec capable de se payer une baraque en ville, ce qu'il ne pouvait pas faire avec la situation de sa famille. En entendant ça, Guangxi s'emballe, déclarant que ce genre d'attente matérialiste le conforte juste dans l'idée de rester célibataire. Shen-yang devient alors curieux, demandant comment Feng Jia a eu vent de sa situation actuelle vu qu'il ne s'était pas parlé depuis la rupture. Guangxi révèle que c'est un gosse de riche nommé Zhang Jinglong, un gars qui a toujours kiffé Feng Jia, qui a vendu la mèche. Il continue, balançant la vérité choc. Zhang Jinglong a acheté des parts dans l'ancienne boîte de Shen-yang juste pour le faire virer nommément, un coup bas conçu pour le briser. La révélation frappe Shen-yang comme un coup de foudre. Une aura de feu explose autour de lui alors que tout s'imbrique, sa colère atteignant le point d'ébullition. Sentant le changement de ton de son pote, Guangxi s'inquiète, suppliant Shen-yang de se calmer et de ne rien faire de stupide. Mais Shen-yang balaie la suggestion, rétorquant qu'il n'est pas le genre de mec à recourir à des actions débiles. Soulagé, Guangxi décide de raccrocher, convaincu que son pote gère la situation. Shen-yang fait ses adieux calmement, son visage ne trahissant rien alors qu'il marche dans la rue. Une fois l'appel terminé, cependant, sa façade calme vole en éclats. Il serre les poings de rage, marmonnant à quel point ce connard de Zhang Jinglong n'a aucune honte. Sa colère est vite remplacée par une pointe de panique quand il regarde l'heure. Il est à la bourre et doit se dépêcher pour aller à un hôtel. Sans perdre une seconde de plus, il se met à taper un sprint, filant à travers les rues de la ville alors que le crépuscule tombe. Il arrive enfin devant un grand hôtel moderne, levant les yeux vers le bâtiment impressionnant. Faisant les 100 pas devant l'entrée,
Shen Yang attend impatiemment sa coloc, Shuya, se demandant où elle peut bien être. Juste à ce moment, une bagnole noire de luxe freine brutalement pile devant lui, ses phares brillant dans la nuit. Une voix de femme l'appelle alors qu'une paire de jambes élégantes en talons au sort de la voiture. C'est Shuya, qui s'est métamorphosée en une beauté renversante avec de longs cheveux argentés. Elle sort avec grâce, s'excusant de son retard, laissant Shen Yang momentanément sans voix. Son apparence éblouissante ne capte pas seulement son attention. Les badauds à côté sont complètement scotchés, deux mecs bavant d'incrédulité et se demandant s'ils n'ont pas vu une star. Shuya sort Shen Yang de sa transe, lui demandant pourquoi il buguait. Un Shen Yang rougissant avoue que même s'ils sont colocs depuis 3 mois, il n'avait jamais réalisé à quel point elle était magnifique avant ce soir. Shuya lâche un sourire confiant, lui expliquant que comme il la régalait avec un dîner chic, elle ne pouvait pas lui faire perdre la face. Elle lui demande d'un air taquin si sa transformation est validée. Elle prend ensuite son bras avec assurance, prenant le pauvre Shen Yang, toujours troublé, totalement au dépourvu. Remarquant sa nervosité, elle le rassure en disant que ce n'est que de l'étiquette sociale de base et qu'il n'y a pas de quoi s'emballer. Ils arrivent dans un resto de luxe avec une vue imprenable sur les lumières de la ville. Un serveur s'approche de leur table pour leur filer le menu. Shuya feuillette élégamment la carte, découvrant ce que le resto propose. Mais sa prestance s'effondre quand elle voit les prix. Ses yeux s'écarquillent quand elle capte à quel point tout est hors de prix. Shen Yang, lui, ne bronche même pas. Il rend le menu au serveur l'air de rien et commande les 3 plats phares, plus 2 des très chers crabes au trésor. Suya se le vede un bond, e faré. Elle lui dit que les 2 crabes seuls coûtent 1000 balles et lui demande pourquoi il a commandé un truc aussi extravagant. Essayant de garder la face, Shen Yang lui dit de se détendre, lui assurant qu'il est très bien financièrement et qu'il peut largement se payer le repas. Shuya n'y croit pas une seconde. Les bras croisés, elle le recadre, lui rappelant qu'il a survécu à coups de plat à emporter Echo plus dernièrement et lui disant d'arrêter de se la péter. Elle l'attrape gentiment par le cou en blaguant que s'il a soudainement plein aux as, elle ne se sentira pas coupable du tout. En fait, elle verra ça comme voler aux riches pour nourrir les pauvres. Après avoir terminé leur repas de roi, ils quittent le resto bras dessus bras dessous. Shen Yang propose de trouver un autre endroit pour prolonger la soirée. Shuya décline l'offre, avouant qu'elle est gavée à mort après ce repas de fou. Mais leur bonne soirée est interrompue. Une voix arrogante balance le nom de Shen Yang, et il se tourne pour voir ce connard de Zhang Jinglong planté là, avec un sourire suffisant sur sa face. L'expression de Shen Yang s'assombrit. Il n'en revient pas d'être tombé sur le mec même qui l'a fait virer. Il fait une remarque sarcastique sur la coïncidence, notant comment, dans une ville aussi immense que Dijon, il a quand même réussi à croiser quelqu'un qu'il aurait préféré éviter. Zhang Jinglong ricane, regardant Shen Yang avec mépris. Il demande si un loser comme lui mérite seulement d'être dans un hôtel 5 étoiles. Shen Yang réplique avec une punchline cinglante, demandant si la famille de Zhang Jinglong possède aussi cet hôtel et s'il compte le faire jeter de là aussi. Zhang Jinglong lâche un rire arrogant, confirmant que le soupçon de Shen Yang est fondé. Il sait exactement pourquoi son ancien camarade de classe a été lourdé. Shuya, sentant l'hostilité, se tourne vers Shen Yang et lui demande si ce mec prétentieux est un de ses potes. Mais Zhang Jinglong n'a d'yeux que pour Shuya. Il est complètement sous le charme, se léchant les babines vulgairement en détaillant sa beauté renversante. Une idée tordue germe dans son esprit. C'est l'occasion rêvée d'exposer Shen Yang comme un clochard fauché et de foncer voler cette beauté pour lui-même. Mettant un masque d'inquiétude, il s'approche de Shuya et la prévient de ne pas se laisser berner par le petit jeu de Shen Yang. Il prétend connaître Shen Yang par cœur, le dépeignant comme un raté fauché comme les blés qui vient de se faire virer et peut à peine payer son loyer. Il continue son attaque verbale, insistant sur le fait que Shen Yang n'est dans cet hôtel de luxe que pour la frime, cramant toutes ses économies pour jouer les riches. Il fait passer son ancien camarade de classe pour un escroc typique qui en met plein la vue aux femmes avec du vent, pour ensuite les laisser avec que dalle. Shen Yang craque enfin, rendu fou par ses conneries. Il accuse furieusement Zhang Jinglong de croire que tout le monde est aussi pathétique et méprisable que lui. Shuya, cependant, l'interrompt avec un sourire calme et amusé. Elle se tourne vers Zhang Jinglong et lui demande sarcastiquement s'il lui donne simplement un avertissement amical. Mordant à l'hameçon, Zhang Jinglong bombe le torse et se la joue justicier, affirmant que rien ne le met plus en rogne que de voir une belle femme se faire embobiner. Il glisse ensuite habilement vers un pitch commercial, offrant à Shuya un poste d'ambassadrice pour sa boîte et lui tendant sa carte. La carte révèle qui il est, Zhang Jinglong, PDG de Taosheng Game. Mais sa tentative de l'impressionner se vautre lamentablement. Shuya dégage sa carte d'une claque, déclarant froidement qu'elle n'est pas intéressée. Pas du genre à lâcher l'affaire, Zhang Jinglong insiste pour qu'elle reconsidère, se vantant du salaire et des avantages de dingue pour ses ambassadrices. Shuya porte le coup de grâce. Elle le regarde droit dans les yeux et lui annonce qu'elle est la copine de Shen Yang,
et qu'elle ne supporte pas de l'entendre cracher sur son mec. Cette révélation laisse Shen Yang sur le cul. Elle n'a pas fini. Avec un sourire narquois, elle ajoute qu'avec un patron comme lui, son entreprise va sûrement pas tarder à faire faillite. Hyun Jinglong va fouiller de l'ai. Alors qu'il tourne les talons, Shen Yang lui lâche un pouce en l'air impressionné. Shuya lui chuchote en rigolant, lui rappelant qu'elle est une actrice pro, après tout. Elle lui attrape alors le bras, l'appelant bruyamment « chérie » et lui disant de ne pas perdre de temps avec les déchets. Ils s'éloignent, laissant un Zhang Jinglong furax dans leur sillage. Bouillonnant d'une rage incontrôlable, Zhang Jinglong serre les poings. Il n'en revient pas que cette « pétasse stupide » ait préféré un loser à lui. Sa crise de rage est interrompue par Feng Jia, l'ex de Shen Yang, qui prononce froidement son nom. Mais Zhang Jinglong est trop consumé par sa colère, jurant que Shen Yang paiera pour cette humiliation. Ayant l'air de s'embalancer royalement de son caprice, Feng Jia lui demande de la ramener chez elle. Zhang Jinglong essaie de sauver la soirée, proposant d'aller boire un verre dans un bar qu'il a réservé. Mais Feng Jia le recale direct, affirmant que ça ne l'intéresse pas. Pour remuer le couteau dans la plaie, elle lui dit qu'elle le remboursera pour sa part de l'addition du dîner avant de tourner les talons, laissant Zhang Jinglong complètement paumé. La scène change, suivant une voiture qui roule de nuit. Feng Jia marche vers sa propre caisse sans un regard en arrière, ignorant complètement Zhang Jinglong qui l'appelle désespérément. La porte de la voiture claque, scellant sa défaite pour la soirée. Elle démarre en trombe, le laissant planté là, seul et abandonné sur le trottoir. Maintenant vraiment seul, l'humiliation de Zhang Jinglong se transforme à nouveau en fureur. Il a les nerfs que Feng Jia, qui bosse dans sa boîte, ait osé le traiter avec un tel manque de respect. La scène passe à un plan large et paisible d'un pont sous le ciel étoilé. Loin du drama, Shen Yang et Shuya se font une petite balade tranquille. Shuya commente à quel point ce type était lourd, et Shen Yang valide. Alors qu'il s'arrête pour regarder l'eau, Shen Yang devient sérieux. Il lui dit que croiser Zhang Jinglong l'a aidé à réaliser un truc important. Shuya se tourne vers lui, l'air curieux, et lui demande ce qu'il a percuté. Shen Yang explique que depuis qu'il a eu cette rentrée d'argent soudaine, il se demandait quoi en faire, dans quel domaine il devait se lancer pour bâtir un truc énorme. Il serre le poing, les yeux remplis d'une détermination nouvelle et inébranlable. Face à la nuit étoilée, il annonce « Maintenant, je suis fixé ». Avec un soudain élan de passion, il déclare son nouvel objectif. Il va monter sa propre boîte de jeux vidéo et écraser totalement Zhang Jinglong. Shuya le regarde, choqué par sa déclaration. Shuya exprime rapidement son inquiétude, l'avertissant que monter une boîte est hyper risqué et le pressant de ne pas agir sur un coup de tête sous le coup de la colère. Mais Shen Yang n'est pas inquiet. Il lui lance un sourire mystérieux et confiant et lui dit simplement de se détendre et de profiter du spectacle. Plus tard dans la nuit, la caméra monte vers l'immeuble où vit Shen Yang, une seule lumière brillant à l'une des fenêtres. De retour dans son appart, Shen Yang prend une douche, le cerveau en ébullition avec son nouveau plan. Il réalise que se contenter de faire passer de l'or des terres désolées n'est pas suffisant. Il sait que même si ça marche pour l'instant, une fois que ses actifs seront plus gros, sa richesse inexpliquée va fatalement attirer l'attention, peut-être même une enquête en bonne et due forme. En sortant de la douche, il en arrive à une conclusion ferme. Pour se protéger lui et son avenir, il doit blanchir ses gains en bâtissant une vraie boîte à succès bien à lui. Il a pris sa décision. Il se sèche rapidement, prêt à mettre son nouveau plan à exécution. Il enfile ses chaussons, bougeant avec un nouveau sentiment de détermination. En s'asseyant à son bureau, une autre pièce maîtresse du puzzle se met en place. Il réalise qu'au-delà des ressources comme l'or, le plus grand atout des terres désolées, c'est leur technologie avancée. Il se souvient que Lilu a mentionné que ça ne faisait que 10 ans depuis le cataclysme dans l'autre monde. Ça veut dire que le savoir technologique de cette époque ultra avancée ne devrait pas être totalement perdu. Son imagination s'emballe alors qu'il visualise les possibilités. S'il cherche bien, il est sûr de pouvoir dénicher et recruter toutes sortes d'experts et de génies qui galèrent aujourd'hui à survivre dans les terres désolées. Ça devient la pierre angulaire de sa stratégie. Il s'imagine recruter ces cracks mondiaux. Dans un monde post-apo où les gens crèvent de faim, il calcule qu'il pourrait les embaucher pour une bouchée de pain, pour à peine 15 paquets de bâtonnets épicés par mois. Un sourire triomphant et machiavélique s'étire sur son visage. Avec une technologie de 200 ans dans le futur, créer quelques jeux révolutionnaires sera un jeu d'enfant. Il voit une route toute tracée pour non seulement bâtir un empire, mais écraser littéralement Zhang Jinglong au passage. L'histoire se poursuit de retour dans le monde moderne, se concentrant sur un immeuble d'appart banal. À l'intérieur, Shen Yang raccroche, venant de recevoir la confirmation que sa demande pour enregistrer une nouvelle boîte a été soumise. Avec un sourire confiant, il remercie la personne à l'autre bout du fil pour son coup de main. Il décide de laisser le reste des papiers à l'agence. Sa prochaine priorité est de commencer à recruter du monde. Mais avant tout ça,
il doit se manier et refaire un voyage dans les terres désolées. Il se rend dans un supermarché, se disant qu'il devrait arrêter de ramener des snacks de son époque, car leurs dates de péremption dans le futur sont cramées direct. Il sait que si quelqu'un de mal intentionné remarquait une date de fabrication de 200 ans dans le futur, ça lui attirerait des emmerdes pas possibles. Alors qu'il pousse son caddie dans les allées, une des roues lâche un couinement fort et rythmé. Il se dirige vers le rayon frais pour passer commande. Une caissière sympa sourit et demande au beau jeune homme ce qu'il lui faut. Shen Yang lâche l'air de rien qu'il veut 25 kilos de porc. Les yeux de la caissière s'arrondissent sous le choc. 25 kilos. Elle n'a jamais vu une commande aussi énorme d'un seul client. Une demi-heure plus tard, Shen Yang sourit, satisfait de ses courses. Il se dit que ça devrait suffire pour le moment. En plus de la viande, son caddie déborde maintenant de 20 kilos de patates, 20 kilos de maïs et 20 têtes entières de choux chinois. La scène repasse à l'appart de Shen Yang, où il commence à trimballer l'énorme cargaison de courses à l'intérieur. Il pose le premier carton lourd sur le sol dans un bruit sourd. En regardant la pile de cartons, il se dit que bien que son physique dopé rende le poids facile à gérer, le processus de tout déplacer reste une sacrée galère. Il commence à suer, réalisant que si c'est déjà si chiant de déplacer une petite quantité de provisions maintenant, ce sera impossible quand il devra nourrir des centaines de personnes à l'avenir. C'est alors que ses pensées angoissées sont coupées. Une lumière dorée éclatante jaillit soudain de l'anneau à son doigt. Il reste planté là, sous le choc, alors que la lumière fuse en avant, engloutissant toute la pile de cartons dans une lueur brillante. Quand la lumière s'estompe, les cartons ont disparu. Shen Yang est abasourdi, se demandant ce qui vient de se passer. Ses yeux descendent vers l'anneau lumineux à son doigt, une idée de dingue germant dans son esprit. Me dis pas que... Il ferme les yeux et se concentre, focalisant ses pensées sur l'anneau. Dans son esprit, il voit les cartons, flottant en sécurité dans une sorte d'espace alternatif. Il ouvre les yeux, pompant des points d'excitation. C'est exactement ce qu'il pensait, les objets ont été transférés à l'intérieur de l'anneau. Pour tester son nouveau pouvoir, il crie l'ordre « Stocker ». Instantanément, les cartons restants s'évanouissent dans un autre flash brillant de lumière dorée. Il pointe du doigt et donne un autre ordre « Récupérer ». Tout aussi vite, un carton se matérialise à partir de rien et atterrit sur le sol. Il lâche un sourire de psychopathe, fou de joie face à cette découverte. L'anneau ne lui permet pas juste de voyager dans les terres désolées, c'est aussi un espace de stockage portable. Il est tellement refait qu'il pourrait embrasser l'anneau. Ça règle son plus gros problème. Juste quand il se prenait la tête sur la logistique, l'anneau lui apporte la solution parfaite. Un service imbattable. Avec son problème réglé et son inventaire sécurisé, il est gonflé à bloc. Il est temps de retourner dans l'apocalypse. Son corps se dissout dans une pluie de lumière alors que l'anneau s'active, le téléportant à travers le temps et l'espace. Il se rematérialise dans le paysage poussiéreux et désolé des terres vagues. Sans perdre une seconde, il récupère l'un des gros cartons de son stockage spatial, le faisant apparaître à côté de lui. Cependant, il décide qu'il ne peut pas encore révéler ce pouvoir de ouf à n'importe qui. Pour éviter d'éveiller les soupçons, il fera semblant de porter les objets à la main quand il verra Lilu. Pendant ce temps, dans un abri délabré, Lilu déchire un paquet de bâtonnets épicés, ceux que Shen Yang lui a donnés lors de son dernier voyage. Elle lèche la dernière goutte de sauce savoureuse sur son doigt, ne voulant pas en perdre une miette. Fermant les yeux, elle savoure le délicieux arrière-goût. Ce parfum est un plaisir rare et éphémère dans ce terrain vague désolé. Elle joint les mains, presque comme une prière, souhaitant juste avoir un dernier paquet de ce précieux snack. Mais son bref instant de plaisir est immédiatement remplacé par des regrets. De la bouffe non périssable bien emballée est une ressource extrêmement précieuse dans les terres désolées. Elle regarde les emballages vides, réalisant sa connerie. Elle vient de gaspiller une bouée de sauvetage précieuse. Elle bondit sur ses pieds en panique, calculant que si elle avait rationné ce seul paquet de bouffe, ça aurait pu la maintenir en vie un jour de plus dans une situation critique. Tout le poids de sa décision la frappe. Elle a troqué une potion d'amélioration inestimable contre un peu d'or et quelques snacks venant d'un type qui ne reviendra peut-être jamais. La peur la tenaille en imaginant la sévère punition qu'elle va se manger de la part de sa propre organisation. Après tout, n'importe quel groupe avec des réserves de bouffe stables ne serait jamais aussi gaspilleur que Shen Yang l'avait été. Son moral tombe dans les chaussettes alors qu'elle se résigne à son sort. C'était juste un beau rêve. Il n'allait jamais revenir. Juste au moment où elle perd tout espoir, une silhouette apparaît sur le pas de la porte, titubant sous le poids d'un énorme carton. C'est Shen Yang. Il grogne, lui demandant de venir l'aider avec cette charge super lourde. Submergé de joie et de soulagement, Lilu hurle « Boss !» et se jette sur lui. Le choc les fait basculer tous les deux par terre, et le contenu des cartons se répand sur le sol crasseux. Atterrissant sur lui,
Li Lu est juste heureuse qu'il soit vraiment de retour. Des larmes de soulagement coulent sur son visage alors qu'elle avoue qu'elle pensait qu'il mentait et ne reviendrait jamais. Shen Yang, gênée par leur position, demande doucement pourquoi elle a pu penser qu'il lui mentirait. À travers ses larmes, elle explique le risque de dingue qu'elle a pris. Elle a échangé une potion d'amélioration de rang 1 contre un tas de ce que son organisation considère comme de l'or inutile. Elle était terrifiée à l'idée qu'il la punisse pour ce mauvais deal. Il la réconforte doucement, lui tapotant la tête et la rassurant sur le fait qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Son rang dans sa propre organisation est très élevé. Il explique qu'un simple paquet de bouffe n'est rien pour lui, et qu'il n'a pris l'or que parce qu'il en a vraiment l'utilité. Li lui accepte son explication en silence. Une fois que c'est clair, il lui lâche un pouce en l'air et lui dit de se grouiller de l'aider à ramasser tout ce qui est tombé. Pendant que Li lui aide à rassembler les provisions éparpillées, elle ramasse un truc bizarre qui a roulé hors du carton. Elle le fixe, complètement déboussolé. Ses yeux s'écarquillent de choc quand elle capte ce qu'elle tient. « Mon Dieu !» lâche-t-elle, la voix pleine d'incrédulité. Ce sont des légumes. Elle lève les yeux vers lui, totalement ahurie par ce que ça implique. « Ton organisation arrive vraiment à faire pousser des légumes !» hurle-t-elle, incapable d'assimiler ce miracle entre ses mains. Shen Yang se gratte la tête, paumé face à sa réaction extrême. Pour lui, c'est juste un chou chinois des plus banals. Li lui explique à travers ses larmes qu'après le grand cataclysme, la terre est devenue si polluée que les légumes ne peuvent plus pousser. C'est un luxe légendaire. La voyant si émotive, Shen Yang tente de la calmer, lui proposant l'air de rien de lui refiler tous les légumes vu qu'elle a l'air de tant qu'y faire ça. Li Lu est tellement sur le cul de son offre généreuse qu'elle en reste rouge tomate et sans voix. Serrant le chou contre sa poitrine, elle baisse les yeux, une vague d'émotion la submergeant. Elle s'agenouille et lui rend le chou, refusant son offre. Elle explique que les légumes sont bien trop précieux pour qu'elle les accepte comme un simple cadeau. Elle insiste sur le fait que même si c'est un chic type de lui proposer, elle est maintenant son employée et ne prendra que le paiement qu'elle a gagné à la sueur de son front. Shen Yang est pris de court, confus par cette déclaration soudaine sur le fait qu'il est un chic type. Il décide d'officialiser leur arrangement, expliquant qu'il a repensé à son salaire. Comparé à de l'or inutile, de la bouffe qui peut vraiment la caler est un bien meilleur mode de paiement. Il lui tend un gros morceau de viande fraîche, lui disant qu'elle peut aussi mentionner tout autre besoin qu'elle pourrait avoir. Mais il ajoute avec un sourire en coin qu'en retour, la qualité de son boulot devra aussi suivre. Li lui joint ses mains, le visage déterminé et légèrement frustré, promettant de faire son max pour le satisfaire. Shen Yang sourit, clarifiant leur nouvelle relation. À partir de maintenant, elle est sa secrétaire perso, et son premier boulot est de répondre à ses questions. Elle se trémousse nerveusement, mais accepte les conditions. Il passe aux choses sérieuses, expliquant qu'il a ramené les provisions parce qu'il a besoin de son aide pour embaucher plus de monde. Li Lu est surprise et demande direct quelles sont ses exigences pour les nouvelles recrues. Il lui dit que les deux trucs les plus importants sont une loyauté à toute épreuve et posséder une quelconque capacité spéciale. Li lui suggère qu'ils aillent à la ville des Ragris juste à côté. C'est un camp de 10 000 survivants, un endroit où on peut trouver quelqu'un avec à peu près n'importe quelle compétence imaginable. Shen Yang se souvient qu'elle a appelé cet endroit le district des du Ragris. Il demande plus d'infos sur son lien avec la ville des Ragris. Ravi de partager son savoir, Li lui sourit et commence à expliquer la disposition de la région. Li lui sort une carte et explique la zone locale. Au centre se trouve la ville des Ragris, qui est entourée de 12 campements plus petits, étiquetés de A à L. Elle dit que ces 12 districts périphériques dépendent tous de la ville des Ragris pour survivre, et que c'est le hub central pour échanger toutes les fournitures rares. Shen Yang a une requête très spécifique. Il veut savoir s'il y a des programmeurs qui s'y connaissent en code informatique, spécialement le genre de mec capable de faire des jeux vidéo. Li Lu le regarde juste fixement, complètement paumé face à ce mot qui a l'air antique. Ordi, natur. Elle demande s'il parle des artefacts primitifs des temps anciens, s'imaginant un vieil ordi de bureau d'il y a plus de 200 ans. Chen yang sourit maladroitement. À en juger par sa réaction, trouver quelqu'un avec un tel savoir antique va être plus chaud que prévu. Li Lu se gratte la tête, expliquant qu'elle n'est pas sûre. Avant le grand cataclysme, tout le monde utilisait déjà des cerveaux Intel très avancés. Mais là, elle a une illumination. Elle se rappelle qu'il y a un directeur technique d'avant le cataclysme dans son district qui maîtrise grave la technologie des cerveaux Intel. Emballée, elle lui attrape la main et se met à courir, s'exclamant qu'elle va l'emmener voir le mec direct. Shen Yang râle en se faisant traîner, gueulant qu'il peut marcher tout seul. Elle le conduit à travers les rues poussiéreuses et délabrées du camp. En marchant, Shen Yang pose une question qui le turlupine. Pourquoi personne ne ferme ses portes à clé ici? Li Lu explique que tout le monde est pauvre comme les pierres, sans rien de précieux à voler. Plus important encore,
La survie dans les terres désolées dépend de la solidarité. Quiconque est surpris à voler ou à foutre la merde dans cette cohésion est immédiatement repéré et exilé de tous les campements. Ils arrivent enfin devant un grand bâtiment silencieux. Li Lu s'arrête et pointe du doigt, annonçant que le mec qu'il cherche est juste à l'intérieur. Avant qu'il ne puisse entrer, une voix flippante s'échappe de derrière un rideau, psalmodiant un truc sur de la « viande miam miam ». Soudain, un bruit de viande coupée résonne de l'intérieur, accompagné d'une gerbe de liquide sombre. Li Lu recule de dégoût avant de crier « Oncle Wei, il faut que je te voie pour un truc ». Un type avec des cheveux blancs en pétard et un monocle, présenté comme le « scientifique Oncle Wei », passe une tête de derrière le rideau, tenant une hache ensanglantée. Il dit joyeusement à Li Lu qu'elle a de la chance, vu qu'il vient d'en choper un gros. Il sourit, leur disant d'attendre qu'il ait fini de préparer sa prise, et il partagera les deux pattes arrière avec eux. Li Lu accepte avec empressement, pendant que Shen Yang regarde, horrifié, complètement largué sur ce dont il parle. Il a vite sa réponse quand ils entrent, révélant d'où vient la barbaque, un immense rat gris crevé. Il fixe la carcasse dégueulasse, demandant si c'est une sorte de créature mutante. Li lui explique joyeusement qu'à part les zombies, ces rats géants sont les bêtes mutantes les plus communes et qu'ils servent de source principale de viande pour les survivants. Venant au fait, elle présente Shen Yang comme son nouveau boss, disant à l'oncle Wei qu'il cherche à embaucher de l'aide et que la paix est très généreuse. L'oncle Wei pose doucement sa hache pleine de sang. Il regarde Shen Yang de haut en bas avec scepticisme, se demandant quel genre d'offre généreuse un gamin pourrait bien faire et s'il ne s'agit pas d'un arnaqueur. Shen Yang annonce calmement qu'il a besoin d'embaucher des talents techniques dans le domaine cérébral. Puis, il lâche l'offre choc, un salaire mensuel de 30 kati de riz et de farine, plus 10 kati de viande crue. La mâchoire de l'oncle Wei se décroche. Le riz et la farine tiennent de la légende dans les terres désolées. Il demande, incrédule, si Shen Yang est sérieux. Shen Yang sourit, confirmant l'offre et ajoutant même qu'il peut avancer le salaire si l'oncle Wei a des doutes. Éberlué, l'oncle Wei ne peut que lâcher, sérieux. Li lui enchaîne avec enthousiasme, lui assurant que tant que le boss fait oui de la tête, elle peut lui filer la viande immédiatement. Toute la méfiance de l'oncle Wei fond comme neige au soleil, remplacée par de l'avidité pure. Il attrape les mains de Shen Yang, se vantant d'être, sans l'ombre d'un doute, le gars qui maîtrise le mieux les cerveaux Intel dans tout le district D. Shen Yang le corrige calmement, affirmant qu'il a mal compris. Le taf n'a rien à voir avec les cerveaux Intel. Il pose alors la question à $1 million. Est-ce que l'oncle Wei connaît quoi que ce soit aux ordinateurs personnels, le genre des temps anciens? Il précise que ce dont il a vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui capte cette technologie soi-disant primitive. Tout comme Li Lu, l'oncle Wei est laissé totalement sans voix, le cerveau incapable de processer cette demande totalement dingue. Ordinateur.